Frédéric? Oui, Ça va bien? c'est moi. Yes. Comment ça va, mon ami? Hey, ça va super bien. Écoute, merci beaucoup d'être venu sur la plateforme. Ça fait plaisir. Tu fais beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Vraiment, là, moi, ce qui m'accroche, c'est vraiment ta croissance rapide. On voit que tu es vraiment sharp dans ce que tu fais. Et puis, je voulais vraiment qu'on prenne le temps là, de discuter là, de tout ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, explique-moi un peu qui tu es, comment est-ce que tu as commencé dans l'immobilier, ton parcours un peu. Oui, absolument. Moi, mon nom, c'est Frédéric Côté. J'ai 23 ans. Je suis de Lobinière, mais depuis 2 ans et demi, je suis à Shawinigan. Puis, dans le fond, ce que je fais, c'est que j'achète, je rénove, j'optimise, puis je revends des blocs appartements. Donc, c'est ma job. J'ai ma licence RBQ 1.3. Puis, je fais des partenariats. Là, ma force, c'est vraiment des partenariats immobiliers. Puis, c'est là-dedans que je fais ça tous les jours. Puis quand tu dis ta force, c'est les partenariats, t'es bon pour former des teams, pour investir dans le fond. Ouais, dans le fond, moi, je suis bon pour... je suis bon. Ma job, c'est de trouver des partenaires pour chaque deal. Puis dans le fond, moi, le modèle que je fais, c'est des conventions d'indivision. Donc, le partenaire... Donc, je trouve d'abord le deal, puis après ça, je trouve le partenaire. Lui, il achète en indivision, parce que tu as 2 sortes de condos. Tu as les condos divises, qui sont les condos que tu as ta propriété, puis les condos indivises, qui est un pourcentage de l'immeuble. Donc, moi, j'ai juste converti ça, mais au bloc appartement. Donc, c'est le même qu'on est arrivé à faire à peu près une 60aine de transactions récemment. Là. Wow. Fait que dans le fond, toi, t'es un pro du réseau. Je veux dire, t'as un réseau de fou. Ouais. Et on sait que l'immobilier, c'est un sport d'équipe, donc c'est un sujet qu'on va vraiment toucher, comment bâtir un réseau, comment avoir un réseau solide. Ouais. Mais dans le fond, comment est-ce que tu t'es lancé dans l'immobilier? Comment est-ce que t'es sharp, t'es intelligent, tu aurais pu avoir du succès, selon moi, dans pas mal tous les domaines quelconques, dans le fond. Pourquoi l'immobilier? Bon, au début, c'est juste parce que je voulais impressionner une fille, mais finalement, j'ai acheté un autre blog, puis un autre blog, puis un autre blog. Finalement, je l'ai oublié, puis j'ai acheté d'autres blogs. Fait que c'est vraiment ça. Puis pourquoi l'immobilier? Ben, je te dirais, ça a donné de même. Puis c'est surtout que finalement, ben, le marché était bon. Fait que je continue là-dedans. Puis, Fait que pour impressionner une fille. Ouais, j'ai commencé de même, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Fait que dans le fond, puis après ça, ben, tu sais, j'ai comme... Ça a donné que c'était dans la bonne passe. Yeah. Fait que j'ai pu acheter, puis les immeubles ont pris de la valeur. Puis c'est là que j'ai découvert Shawinigan. J'ai commencé avec un parc de 7 immeubles. Puis j'ai découvert la ville, puis j'ai vu que ça avait pas de sens, le prix des immeubles, puis que ça pouvait pas continuer indéfiniment. Je voyais aussi que le Canada, c'était un pays qui était pas mal vide par rapport aux autres. Fait que je voyais une tendance migratoire à moyen long terme. Je pense pas que ça allait être aussi vite, par contre. Moi, j'étais sûr que c'était dans les années genre 2030. Mais c'est arrivé beaucoup plus vite. Puis, dans le fond, ça fait en sorte que le prix des immeubles a juste explosé là-bas. J'ai beaucoup de deals que j'ai fait plus que le double. Là. Fait que j'ai acheté un immeuble, je l'ai revendu le double comme 8 mois plus tard. Fait que, puis c'est pas parce que je suis intelligent, c'est parce que juste le fait de signer des bails puis de louer à du monde. Le propriétaire, les propriétaires, l'affaire, ce qui s'est passé, c'est que les 5 dernières années, ils étaient extrêmement tough. C'était dur de louer, il fallait que tu donnes des mois gratuits puis ça se louait rien. Puis dans la dernière année, derniers 2 ans, il y a comme eu une explosion de demandes de location. Mais les anciens propriétaires étaient pas tout au courant de ça ou ils étaient écœurés, fait qu'ils me vendaient à moi. Puis moi, ben dans le mois ou les mois suivants, juste le fait de racheter les locataires puis de leur louer 2 fois le prix, ben ça a permis que je puisse augmenter. Puis quand j'ai dit 2 fois le prix, c'était pas que je les augmentais. C'était, mettons, le locataire, je donnais 1 an de loyer. Fait que, mettons, il payait 385, je donnais 4000$, plus déménagement. Puis le gars, il me donnait son appartement, mais je louais un 4,5 comme 850. Fait que, l'immeuble venait prendre 40 000$ la porte, là. Wow. Tu sais, je veux dire, d'où tu as eu ta connaissance? Parce que, tu sais, tu me parles de tendance migratoire, tu sais, tu as identifié des belles opportunités à Shawinigan. Est-ce qu'il y a eu des formations? Tu sais, comment est-ce que tu t'es lancé puis que tu as commencé à grandir aussi vite dans le domaine, en fait? Moi, dans le fond, mon background, j'ai quitté l'école à 16 ans. Après ça, en secondaire 4, j'étais une année en retard. J'allais faire mon cours aux adultes pour rattraper cette année-là en retard. Puis après ça, j'ai fait mon ASP en lancement d'une entreprise. Fait que j'ai découvert la base de la gestion. Après ça, gestion d'entreprise à la construction. Ensuite, un cours de courtage hypothécaire, puis un cours formation immobilier avec Jeff Tremblay sur comme les flips. Puis, ça, c'était avant de faire ton tout premier deal?
J'étais en train, là, quand je fais le cours avec Jean-François, j'avais un chalet, là. Fait que c'était début, là. J'avais acheté mon terrain puis un chalet. OK. Fait que j'étais bébé entrepreneur. Puis c'est ça. Fait qu'après ça, ce que j'ai fait, ben j'ai juste fait essai-erreur, j'ai acheté un triplex puis tout. Puis je me suis planté plusieurs fois. Puis tu sais, j'ai une capacité de résilience. Fait que plus que je me plantais, plus que j'apprenais, plus que je recommençais. Puis finalement, ben, j'ai fini par un peu réussir. Fait que c'est là que j'ai continué. Puis c'était vraiment essai puis erreur. J'ai pas appris ça. J'ai appris sur le tas. Puis tu sais, mon premier immeuble que j'ai acheté, mon premier terrain, c'était il y a déjà 5 ans. Fait que, tu sais, ça fait... Tu sais, ça paraît pas, mais j'ai beaucoup d'heures travaillées. J'ai une tendance à travailler 6-7 jours par semaine. Fait qu'à un moment donné, les heures s'accumulent. Fait qu'on dit qu'il faut 10 000 heures pour être expert. Ben, mon 10 000 heures, je l'ai fait en 5 ans. Fait que... Wow. Puis, ça m'a aidé. Mais, tu sais, je suis pas encore un expert, mais, tu sais, j'ai appris beaucoup. Là. 100%. Et puis, tu sais, tu me parles que tu t'es planté aussi à quelques reprises. Plusieurs reprises. C'est quoi, donne-moi une anecdote, dans le fond, d'un deal qui n'aurait pas marché, qui Ben, t'a la plus permis marquante, d'apprendre? c'est quand j'ai vendu tous mes immeubles à l'âge de 19 ans. J'avais 140 portes que j'ai toutes vendues. Une partie à quelqu'un, puis l'autre grosse partie one shot. Puis ça a été une de mes plus grosses erreurs. Parce que j'ai fait une balance de vente, puis j'étais pas garanti par deuxième rang. Wow, OK. Fait que le gars, il a pété, il a fait faillite. J'ai pas même pas pu reprendre mes propres immeubles. Fait que j'ai perdu une balance de vente de 1,5 million net de même. OK. Ça a fait mal. Puis comment est-ce que tu recover de ça? Tu recover pas. Non. Non, t'es comme marqué à vie. Fait que ce qui fait que maintenant, je suis vraiment plus critique. Fait que, je veux pas dire que j'ai tout récupéré en termes monétaires, mais le psyché, t'es démoli après ça. Fait que t'as pas le choix de te reconstruire. Fait que t'es reconstruit plus fort. Exact. Fait que les contrats, à la place de faire confiance à un notaire, ben tu les fais toi-même puis tu les fais vérifier après. Mais au moins, tu les comprends, tu comprends ce que tu écris, tu comprends ce que tu lis. Ton avocat devient vraiment un conseiller, puis pas juste quelqu'un que tu mets une confiance aveugle. Moi, mon notaire m'a toujours dit, tu fais confiance, mais pas aveuglément. Puis ça, même à moi, puis même lui, il dit, même moi, je peux faire des erreurs, personne n'est parfait. Fait que si un avocat ou un notaire dit « Ah, moi, je suis parfait puis il n'y aura pas d'erreur », ben, c'est que c'est un mauvais notaire parce que tous les notaires, même les meilleurs, ils font tout le temps des petites erreurs. Puis celui qui dit qu'il n'en fait pas, c'est qu'il les cache. 100%. Puis parce que c'est normal de faire des petites erreurs. Yeah. Et je ne parle pas faire des grosses erreurs, mais des petites erreurs, c'est normal. Là. Exact. C'est humain, on est tous humains. Oui, c'est ça. 100%. Et fait que là, dans le fond, tu me dis que ton premier deal, c'était un portfolio de 7? Non, c'est pas mon premier deal, c'était comme mon 30e, mais c'est mon premier deal à Shawi. OK, à Shawinigan. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, dans le fond... Non, pas 30e, plus 15e. Ouais, plus 15e, ça fait du sens. OK. Parce que dans le fond, ce que j'avais acheté avant, mettons qu'on fait genre rapide, là. J'avais acheté, mettons, ça commence à 17 ans jusqu'à Shawi, là. J'avais acheté un terrain, un chalet, un triplex que j'avais refinancé. Ça m'avait permis d'acheter comme 5 immeubles. Après ça, je m'étais acheté une résidence de personnes âgées qui avait fait faillite. Je m'étais acheté un hôtel, je m'étais acheté un 4 logements. Je m'étais acheté une coupe de patentes. Puis c'est là que j'avais acheté Shawinigan en mettant tout en garantie pour acheter ça avec un prêt privé. Avant Shawinigan, tu investissais où? En bourse. En bourse? En bourse. OK, en bourse. La bourse. Non, la bourse, puis en estrie un peu. OK, en estrie. Puis ça, c'était une de mes grosses erreurs aussi. OK. C'est qu'au début, moi, quand j'ai commencé, à un moment donné, j'avais monté, juste avant Shawi, j'avais 15 immeubles dans 11 villes différentes. Comme c'était ridicule, mon affaire. C'était la gestion de merde. Là. Juste pour faire le tour, il fallait que je prenne une journée. Wow. Fait que ça marchait pas, mon affaire. Puis, qu'est-ce qui a cliqué quand t'es tombé sur Shawinigan? On sait que, pour ceux qui te suivent, t'es en amour avec Shawinigan. Ouais, non, Shawinigan, c'est moi, là. Yeah. Mais... j'ai été surpris aussi de voir que t'es pas né là-bas. De non, la manière que tu parles de Shawinigan, dans ma tête, c'est ta ville, t'es né là-bas. Qu'est-ce qui a cliqué là-bas qui a fait que, OK, il y a un attachement qui s'est créé puis que tu as commencé à investir seulement là-bas? Bon, en fait? premièrement, c'est l'urbanisme. OK. La ville est faite en sorte que tu as des secteurs industriels, des secteurs commerciaux, des secteurs semi-commerciaux, des rues piétonnes, puis des secteurs multirésidentiels, puis des secteurs qui sont résidentiels. Tout est défini. Tout est clair. Puis tu as des espaces que tu as beaucoup de densité, que tu peux acheter beaucoup de blocs, des espaces que tu n'as aucun bloc. C'est juste des maisons. Fait que c'est bien séparé. C'est ça que j'aimais en premier parce que...
Mais mon premier triplex, c'était à Thetford. Thetford, c'est une belle ville. Sauf que t'as pas beaucoup en haut de 4 logements. C'est beaucoup des duplex, triplex. Comme t'as une trolley de duplex, triplex. Puis moi, ben, la croissance peut être freinée parce que t'as pas beaucoup de 4, 6, 8, 12. Chez Shawinigan, t'as pas beaucoup de 8, t'as pas beaucoup de 12. Mais des 6 logements, là, t'en as une trolley. T'en veux-tu, en v'là. Il y a beaucoup de 6 logements. Beaucoup de semi-commercial, surtout sur les secteurs 4e, 5e rue de la Pointe. Aussi, un peu sur la 3e. Après ça, sur l'avenue Grand-Mère, t'as beaucoup de semi-commercial. Ça, c'est une des rues que j'étais très présent. Puis je suis encore présent. T'as l'avenue Saint-Marc, beaucoup de semi-commercial aussi. Boulevard des Hêtres, beaucoup de semi-commercial. Puis le Boulevard Royal, que t'as beaucoup de commercial puis beaucoup de résidentiel. Mais c'est séparé. T'as vraiment du gros commercial puis t'as beaucoup du résidentiel. Ça, c'est sur le Boulevard Royal. Fait que je te dirais... Fait que tout est bien défini. Fait que ça, j'aimais ça. Parce que ça permet d'acheter beaucoup de blocs concentrés dans un même coin. Parce que moi, ma stratégie, c'est de faire du porte-à-porte. Fait que quand tu fais du porte-à-porte, plus que les immeubles sont proches, plus tu peux en faire, plus tu peux en avoir. C'est la loi des nombres. Fait que j'ai commencé de même. Puis après ça, ben, mon premier parc, ben, je l'ai tout vendu en 2019. Là, j'ai tout perdu. J'ai pas fait de faillite, mais j'ai tout perdu. Fait que là, j'étais allé travailler pour Logisco. Fait que là, j'ai réappris à louer des appartements, mais d'une manière d'une grosse entreprise. Logico, une société Logisco, ceux qui ont 5000 portes, là. OK. Fait que c'est un groupe immobilier québécois, c'est passé par Michel Parent puis la famille Parent. Eux, ils ont 5000 portes, majoritairement des neufs. Fait que je travaillais tu faisais de la gestion, dans le fond? Non, agent de location. Fait que eux, là, tout est segmenté, là. Fait que moi, je fais juste louer des appartements. Signer les bails, louer des appartements, that's it. Puis qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que tu as tiré de ça pour ta... La structure. Le fait que plus l'entreprise grossit, plus que chaque tâche se définit. Donc, mettons, je donne un exemple, c'est... Au début d'une entreprise, tu fais toutes les tâches. À la fin d'une entreprise, chaque tâche est un département. Fait que, tu sais, c'est de voir un peu c'est quoi un petit investisseur, puis c'est quoi les plus gros investisseurs. Fait comment ils fonctionnent, comment ils pensent, comment ils sont organisés, c'est quoi les procédures. Tout le système derrière, la logistique derrière ce qu'ils font. Puis là, ben après 5 mois, je me suis fait virer parce que j'étais pas assez vite pour remplir les bails. Parce que je mettais tout le temps mes bails comme une journée en retard. Fait que ça, c'était un gros défaut que j'ai travaillé après. Mais c'est ça, je me suis fait virer là. Puis après ça, j'ai travaillé pour Calinet. J'étais ce qu'on appelle coureur. Fait que un coureur, dans le fond, ce que ça fait, c'est que j'ai un téléphone, texto téléphone, qui est plugué sur la centrale de police. Puis dès qu'il y a un feu, dès qu'il y a un call, ben j'ai comme l'adresse que je reçois, puis il faut que je m'y rende. Peu importe si on est la nuit, si on est le jour. Fait que j'ai pas d'heure définie, mais je travaillais 24 heures sur 24. Puis je dormais comme entre les calls. Puis après ça, ben fallait que j'aille convaincre le sinistré de signer avec Calinet. Fait que veux pas, avec Calinet, t'as appris la vente? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, surtout que le client, ben tu sais, souvent, c'est les assurances qui payent. Puis si, comme, il prend Calinet direct, ben ça lui coûte rien. Tandis que si avec les assurances, on lui référer une autre compagnie qui souvent est moins bonne que Calinet, parce que Calinet, c'était comme les meilleurs one, là. Comme... Éric Pichette, c'est comme ce gars-là, il travaille autant que moi, là, c'est un fou. Là. Puis, tu sais, honnêtement, le service client puis la qualité, tu compares avec les autres compagnies, puis pour l'avoir été là, puis voir comment ils sont structurés. Là. Puis, tu sais, eux, en plus, ils ont fait un modèle genre de franchisage. Puis, chaque nouveau personne qui veut une franchise, ils vont passer du temps là pour apprendre comment ça fonctionne à la maison mère, puis après ça, aller apprendre dans les autres. Fait que ça, je trouvais extrêmement que c'était un modèle qui est vraiment fort, puis il m'a expliqué que c'était pour ça que lui qui était genre le numéro 1. Ah oui, belle manière de préserver la culture de l'entreprise. Fait que ça m'a inspiré pour qu'est-ce qu'est la croissance aussi. Fait que tu perds jamais rien. Pour ça, j'ai travaillé pour comme ma famille, puis j'ai fait les payes une entreprise de construction pendant 8 mois. Là. Fait que ta famille est dans l'immobilier? Et dans la construction. Ils n'ont pas vraiment d'immobilier, mais ils sont dans la construction. Eux, ils croient pas en l'immobilier. OK, ils sont dans la construction, mais ils croient pas en l'immobilier. Non, eux, dans le fond, ils en ont assez à gérer avec la business. C'est une business qui est quand même 80 quelques employés, fait que ça roule quand même. OK, nice. Puis tout le monde travaille là, puis j'ai travaillé là pour faire les payes. C'est là que j'ai appris la CCQ. Fait que c'est quoi résidentiel, commercial, institutionnel, puis génie civil. Toutes les sortes d'heures, toutes les cotisations, On pourrait en débattre longtemps, là. Mais...
Wow, OK. Fait qu'on voit vraiment, tu sais, je veux dire, tout ton parcours a quand même été une formation en tant que telle. Tu sais, oui, tu as eu des formations immobilières, mais je veux dire, tu as ramassé l'information ici et là. Oui, mais moi, j'apprends de n'importe quelle Yeah. situation, puis C'est bon. c'est ça. Fait que, Nice. tu sais, moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup, puis je m'intéresse à tout, dans le fond. Mhm. Mettons, je crois que chaque personne que tu rencontres, tu peux apprendre quelque chose d'elle. Fait que j'ai cette mindset-là. En tout cas, tu vois, je suis même pas. Je suis vraiment francophone, moi. Je suis Hey, francophone, québécois, même chose, canadien, man. français. Vive Shawinigan. Vive Shawinigan. Fait que, non, c'est ça. Fait que, Yeah. moi, je crois que chaque personne qu'on rencontre peut nous apprendre quelque chose. Puis, Yeah. tu sais, un des conseils les plus importants que, comme j'ai eu, c'était un locataire qui payait 300$ par mois puis qui était sur le bien-être Wow. social depuis 25 ans. Wow. Puis il me dit un conseil, puis je l'utilise encore. Puis ce conseil-là, c'était réponds toujours au téléphone. Wow. Peu importe c'est qui. Si c'est un problème que tu ne veux pas répondre, réponds, puis essaye de trouver quelque chose. Puis sinon, réponds tout le temps. Puis ce conseil-là, ben quelqu'un me l'a dit après aussi. Puis c'était le plus gros prêteur privé au Québec, qui est Pierre Papillon. Fait que, tu sais, lui, il m'a dit réponds toujours au téléphone. Fait que, tu sais, des fois, tout le monde peut t'apprendre quelque chose. Yeah. Fait Yeah. qu'il faut que tu restes ouvert, puis il faut pas que tu juges le monde selon. Parce que j'ai appris à pas juger le monde, parce que t'es à Shawinigan, on va se le dire, c'est pas la plus belle clientèle tout le temps. Mhm. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut pas que... Il y a beaucoup d'investisseurs de Montréal qui les regardent de haut, puis moi, je pense qu'il faut que tu apprennes à... Tu sais, tout le monde peut t'aider, puis tout le monde connaît quelqu'un, puis c'est impressionnant, des fois, les gens que eux connaissent, là. On croirait pas, là, mais... Yeah. Puis tu sais, je veux dire, avoir un mindset de toujours être en apprentissage, de toujours être un étudiant, de toujours pouvoir apprendre de tout le monde, je pense que c'est quelque chose qui peut te rendre vraiment loin, en fait. Ben, c'est Peut surtout t'emmener que... loin. Tu sais, moi, ma game, c'est une game de contact. Yeah. Fait qu'on sait jamais qui connaît qui, puis qui C'est est ça. relié avec qui. On sait jamais on va avoir besoin de qui. C'est vrai. Fait que, tu sais, moi, j'essaie d'être ami avec tout le monde, d'avoir des relations avec tout le monde, puis d'être friendly avec tout le monde. Puis c'est pour ça que chaque personne qui m'écrit sur Facebook, qui me dit « Hey, t'aurais-tu des conseils pour moi? » Puis c'est pis ça. Je leur charge jamais rien. Jamais rien chargé. Si je donne des conseils, je charge rien. Puis je donne tout le temps du temps gratuitement tous les jours. Là. Tous les jours, quelqu'un qui m'écrit là, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, par courriel, sur mon site web, comme par téléphone, par n'importe où. Wow. Puis tout le temps gratuitement, jamais rien chargé. Puis pourquoi je fais ça? Parce que ben souvent, moi je crois en la parabole de Jésus qui disait que tu récoltes ce que tu sèmes. Yeah. Puis moi, je pense que ça marche des deux côtés. Tu vas toujours récolter ce que tu sèmes, dans le bon comme dans le mauvais, mais pas de la manière que tu penses. Ce sera pas de manière directe, ce sera pas de cette personne-là, ça peut être une autre personne interposée qu'elle ne connaît même pas. Mais à un moment donné, tu viens avoir une toile de plein de gens que tu as aidé, que tu as donné des conseils, que tu as aidé à débloquer une situation X, Y, Z, puis tu leur as rien chargé, puis qui te réfèrent à d'autres mondes, que tu les aides aussi, puis à un moment donné, ben, quand tu as besoin d'aide, ben, tout le monde t'aide. Puis tu fais pas pour ça, mais je pense que plus que tu aides du monde gratuitement, puis sans attendre rien en retour, plus c'est bénéfique à 100%. moyen et long terme. 100%. C'est vraiment sharp. Écoute, mindset, là, vraiment solide. Tu sais, si on retourne là, sur ton parcours, Ouais, tu as commencé à acheter un triplex. ouais. Ensuite, la croissance a commencé. C'est à quel moment que tu réalises que, OK, j'ai besoin de... C'est où ce que tu utilises à utiliser, dans le fond, le partenariat? Je pense qu'on comprend Le ma question. partenariat, j'ai commencé ça en décembre. Fait que ça fait même pas un an encore. En décembre. Ouais. En décembre, j'ai fait mon premier partenariat. Puis depuis, juste en mise de fonds, là, j'ai levé près de 4 millions. Là. Fait que, Wow. en l'espace de 8-9 mois. Fait qu'avant ça, t'opérais avec tes fonds. Ouais. J'avais eu des partenaires, mais c'était sur certains deals, puis c'était pas des partenaires financiers, c'était des partenaires opérants. OK, OK. C'était moi le partenaire financier, mais à un moment donné, ça marchait plus. Parce que, tu sais, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui n'avaient pas la même éthique de travail que moi. Fait que... Puis, tu sais, à date, là, j'en ai trouvé 2 personnes qui étaient capables de me suivre, là, niveau comme travail. Fait que c'est mon partenaire Victor, puis quelqu'un d'autre. Puis, dans le fond, j'ai découvert que j'avais une éthique de travail quand même assez rare. Que je suis capable de travailler 7 jours sur 7, puis pas être trop fatigué.
Fait que ça, c'est une chance que j'ai. Parce que je suis tellement passionné que je travaille puis j'oublie que je travaille. Fait que... Tu files pas comme si que c'est du travail, en fait. Puis, ben, n'importe qui, parce que moi, comment je vois ça, c'est que tout le monde a une productivité de 40 heures semaine. Fait que toutes les heures que tu fais supplémentaires, pour moi, ils comptent triple. Fait que chaque heure que tu fais au-dessus de 40 heures, ça vaut le triple. C'est un peu comme Mohamed Ali, qui lui commençait à compter les comme push-ups quand ça faisait mal. Ben, c'est un peu... Tu commences à compter les heures de travail quand ça fait plus que 40 heures. Wow. Parce que c'est là que tu différencies vraiment des autres, que tu prends un edge. Parce que tout le monde se rend à 40 heures. Fait que ce qui va te faire la différence, c'est toutes les heures que tu vas faire après, en étant productif, puis en étant orienté, puis en ayant des KPI, puis en ayant une feuille de route, puis des objectifs à réaliser avec des étapes à faire. Fait que l'important, c'est d'avoir une structure. Après ça, c'est d'appliquer cette structure-là avec du travail. C'est pas... Vraiment sharp. Tu sais, je veux dire, je comprends pourquoi, tu sais, que ça réussit. Tu comprends vraiment le système derrière tout ça. Tu sais, c'est pas juste... je veux dire, je pense que c'est plus pour toi qu'un profit. Et, ouais, ben faut pas que tu penses au profit. Je veux dire. Non, c'est ça. Une autre affaire qui m'a aidé, c'est que je suis détaché émotionnellement de l'argent. Fait que l'argent qu'il y a dans le compte de banque, c'est pas mon argent. C'est l'argent de l'entreprise. Fait que ça me permet de... Tu sais, j'ai le même char que quand j'ai acheté mon premier triplex. J'habite dans un duplex que comme je me suis acheté, qui était une genre de pré-succession, que j'habite en haut puis en bas, c'est un salon de coiffeur. Le locataire en bas paye mes taxes municipales, paye hydro, puis paye une partie de comme mon hypothèque. Ça me coûte comme 400$ à vivre par mois. Wow. Puis l'hypothèque se paye. Là. Fait que, tu sais, c'est tous des choix de même. Puis, je privilégie les employés avant de me privilégier moi. Fait que c'est ça. Je pense que quand tu as une vision long terme puis que l'argent qu'il y a dans ton compte, ben c'est comme s'il n'était pas à toi. Puis que tu veux penser juste au prochain projet, ben c'est plus facile que quand tu regardes l'argent dans le compte. Puis moi, ce que j'aide, c'est que j'ai pas de blonde. J'ai personne qui me dit « Ah, j'ai besoin de telle affaire, ah, j'ai besoin d'ici, j'ai besoin de ça. » Je peux comme vivre avec le strict minimum puis je suis heureux. Là. Nice. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant là, qui voudrait que je dépense plus d'argent ou que je prenne plus de temps. Est-ce que tu en voudrais un jour? Un jour, oui, bien sûr. Mais je pense que je pourrais pas mettre le même nombre de travail. Je pourrais pas mettre le même nombre de sacrifices si j'aurais quelqu'un qui aurait besoin de moi à chaque soir ou à chaque jour. Là, tu comprends? Fait que comment est-ce que tu vois ça dans le fond? Bon, c'est sûr que c'était l'une des dernières questions, mais si on pourrait aborder ça maintenant, c'est quoi où est-ce que tu vois la business dans 5 ans, exemple? Où est-ce que tu dis, parfait, je vais peut-être me calmer, avoir une famille, ou est-ce que tu comptes juste foncer? Comment est-ce que tu vois un peu tout ça? Tu es quand même jeune encore. Ouais, ben moi, dans le fond, c'est un plan de 10 ans. Fait que moi, ça va plus être début trentaine que je vais m'asseoir, puis je vais regarder, bon, qu'est-ce que je fais. C'est sûr que, je suis en train de... mon entreprise se transforme tout le temps. En ce moment, les immeubles, je suis en train d'en vendre un peu. Je suis en train de m'orienter plus vers être créancier, qui est quelque chose que j'apprécie. J'ai déjà 1,7 million en créances que j'ai envers d'autres personnes qui sont en premier puis en deuxième rang hypothécaire. Quand j'ai des créances, c'est des créances hypothécaires. Moi, je fais pas de prêt personnel, je fais pas de prêt à consommation, je fais juste des prêts hypothécaires garantis par hypothèque, notariés. Faut être clair, là. Puis mes prêts tombent tous en 8 à 15%. Fait que ça, j'ai ça qui roule. Après ça, j'ai des balances de vente qui sont des créances aussi hypothécaires qui sont inclus dans mon 1,7 million. J'ai fait un rachat de créances récemment pour 3 immeubles. Fait que j'ai racheté 2 hypothèques de premier rang puis une hypothèque de deuxième rang pour quelqu'un qui était en défaut de paiement. Fait que je vais reprendre 3 bâtisses, plus des collatérales, plus sa compagnie. Fait que je m'enligne un peu vers ça. Je suis quelqu'un qui est très financier. J'arrive à avoir des montages financiers rapidement. J'ai d'autres projets éventuellement je vais regarder aussi. Je me fais appeler des fois pour des projets de condo. Là. J'ai eu d'autres projets aussi. Fait que moi c'est vraiment l'immobilier puis les créances. Je sais pas si je vais rester des entreprises un jour, peut-être. Mais pour l'instant, c'est vraiment immobilier puis des créances hypothécaires. C'est vraiment là-dedans que je suis mindé puis que j'ai de l'expérience un peu. Est-ce que tu te vois peut-être un jour faire seulement de la créance du prêt privé? Ou? Éventuellement, oui. Sauf que, moi, je suis plus style comme certains prêteurs que, racheter des créances,
ça vient aussi avec l'immobilier parce que tu n'as pas le choix des créances qui ne payent pas, mais tu reprends l'immeuble. C'est ça le but d'une créance hypothécaire, c'est que tu as une hypothèque. Fait que c'est sûr, j'ai toujours gardé une branche immobilier à cause juste des deals. Mais tu sais, moi, plus ça va aller, plus qu'il va falloir que ce soit vraiment soit un deal extraordinaire ou soit vraiment un rachat pour la dette. Puis que ça soit bon aussi. Parce que surtout, là, j'ai enfin réussi à mettre un site web en ligne il y a genre 2 semaines. Nice. Ça a pris 2 ans. Wow. OK. Fait que j'ai toujours reporté. Puis finalement, ben là, je l'ai fait avec une compagnie qui s'appelle Web ici, là, de Nico, là, A1. Puis dans le fond, là, je commence à avoir des leads. Puis je commence aussi... ben, tu sais, quand je te disais de faire référer, là, j'ai beaucoup de monde qui m'a référé des deals, que des gens qui sont en train de péter aux frettes, là, dans le fond, qui sont en train de tout perdre, puis que soit je les ramasse ou soit ils perdent tout. Fait que je suis en train de travailler sur des deals de même. Fait que c'est pour ça que, tu sais, plus ça va, plus que les deals, je les sélectionne, là. OK. Fait que plus que je peux être exigeant, puis plus que je peux avoir juste le meilleur du meilleur. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai fait des vidéos TikTok. C'est que moi, mon plan de match avec ça, c'est pas compliqué. Les vidéos TikTok, c'était... Je fais des vidéos, je me fais connaître, parce que je me disais que les gens maintenant, s'ils veulent vendre un immeuble, ils vont penser à une personne ou 2 personnes max. Avant, ils parlaient à 3-4 personnes, maintenant c'est 1 ou 2. Fait que qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être dans ces 1 ou 2 personnes-là? Faut que j'aie une notoriété, fait qu'il faut que je fasse des vidéos, puis il faut que je sois capable de comme backer, puis d'essayer de comme racheter. Wow. C'est sûr que tu sais, vu que j'ai des modèles en partenariat, il n'y a pas un deal qui est facile. Tous les deals, il y a eu des complications. Tous les deals, il y a eu des délais, puis je m'en cache pas. Il y en a pas un qui c'était une partie plaisir. Sauf que je réussis toujours à les closer, puis je réussis toujours à trouver une entente avec le vendeur, puis à donner soit un petit peu plus de cash ou à cause des délais, là, des fois c'est plus long. Parce que dans le fond, pour comprendre comment un deal fonctionne, ça commence par faut que je signe une PA après avoir fait la prospection. Ensuite de ça, une fois que la PA est signée, il faut que je trouve le financement. Une fois que le financement est signé, c'est là que je calcule mon coût pour les parts. Le coût pour le 35, 30 ou 40%. Une fois que j'ai trouvé ce coût-là, ben j'ai déjà une liste de monde qui sont intéressés, qui m'ont appelé. Fait que moi, je sollicite personne. C'est juste du monde qui m'appelle pour savoir si j'ai des deals. Puis quand j'en ai, ben je les appelle, mais je les sollicite pas. C'est juste, tu m'as demandé, ben... T'envoies aucun courriel? Non. Wow, OK. Tout est bouche à oreille. Ça a toujours été comme ça? Ou... Toujours comme ça. Parce que l'AMS, t'as pas le droit de faire de comme sollicitation ou faut que tu signes des choses. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est... Moi, les gens savent que je fais ça. S'ils veulent, moi, j'ai des deals à vendre. Mais sinon, je cours pas après personne. Fait que, j'ai déjà fait des pauses, puis en tout cas, c'était compliqué. Fait que j'ai juste cancellé ça. Puis de toute façon, maintenant, c'est surtout des partenaires qui réinvestissent. Fait que j'ai pas... C'est ça. OK, intéressant. Et puis, tu sais, t'as parlé tout à l'heure de rachat de créances. Ouais. C'est quoi une belle opportunité en rachat de créances? Une belle opportunité, selon moi, c'est une créance qui est en défaut. Fait que un prêteur qui a une créance en défaut, fait que tu vas souvent pouvoir l'acheter au solde qui reste. Donc, le solde avec intérêt impayé. Puis, tu négocies de garder les frais de dossier puis les pénalités. Fait comme ça, si, mettons, le gars te rembourse, tu gardes les pénalités puis les frais de dossier. C'est là que le profit se fait, en fait. Ouais. Puis, si le gars paye pas, mais tu ramasses les créances qui souvent sont à maximum 75% de comme ratio pré-valeur. Fait que ça te permet de ramasser et d'avoir des immeubles moins chers. OK. Et puis, tu t'es lancé dans ça récemment ou où est-ce que tu as vu l'opportunité de commencer? À force d'en faire, j'avais un prêteur qui on était vraiment comme je l'ai fait investir sur 15 immeubles. OK. Fait que c'était un des premiers qui investit sur plus que 10 immeubles. Puis dans le fond, au fur et à mesure, lui, il y avait du monde qui le payait pas. Fait que là, je lui ai proposé de racheter 50% de sa compagnie de prêt. Puis qu'en échange, ben, je lui donne des parts sur d'autres immeubles. En tout cas, on a fait un package. Il m'a dit, OK, mais avant de ça, je veux que tu prennes mon dossier le plus compliqué. Si tu le réussis, je vais te vendre le reste. Fait que là, il y a à peu près 3 semaines, il m'a vendu le dossier le plus compliqué. Fait que là, j'ai fait le transfert des loyers. J'ai télécollecté le locataire. J'ai envoyé la publication de la session de créance. J'ai fait aussi, on a préparé un préavis d'exercice de prise en paiement. On a envoyé un état avec toutes les pénalités puis toutes les soldes dus. Fait que t'as pris toute la charge que lui, il était tanné de voulait gérer. pas faire. C'est ça.
que lui, il était juste écœuré. Fait que dans le fond, dans à peu près 50 jours, s'il n'a pas payé, on va aller faire un jugement. Puis si le jugement, il paye pas, ben le jugement va être appliqué. Puis je vais reprendre les 3 collatérales qui étaient avec lui, puis je vais les revendre. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que c'est pour ça. Fait que une fois que ça va être fait, ça fonctionne bien, mais j'ai 50% de toute la compagnie. Fait que... je veux dire, qu'importe la situation, qu'importe le résultat final, t'es gagnant, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que je travaille fort pour le mériter. Yeah. Lui, il m'en finance un bout. L'autre, c'est comme du cash d'immeubles que je vends. Fait que c'est pour ça que j'en vends aussi. C'est pour racheter une partie de ce projet-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est le même que j'ai été introduit au milieu du prêt privé. Mais le prêt privé, j'ai comme... le seul immeuble que j'ai fait en conventionnel, c'était le triplex, qui était le premier. Ensuite, c'est tout en prêt privé. Il y en a 5 que j'ai refinancés. Mais après ça, le reste, c'est tout de l'achat-revente. Fait que, moi, je suis vraiment un flipper. Nice. Fait que, dans le fond, 5 immeubles en prêt privé, puis par la suite... Que j'ai refinancé. OK. Puis après ça, le reste, c'est tout en prêt privé, mais que j'ai revendu. OK. Puis là, ceux que j'ai refinancé, j'ai revendu aussi. Fait que là, c'est vraiment juste un roulement. C'est ça, un roulement de... Wow. Puis est-ce que tu avais ce plan-là dès le début? Est-ce que tu avais le plan déjà planifié? Ou... Non. C'est à force d'en faire. À force d'en faire, découvrir c'est quoi les complications, pourquoi ça finance pas, pourquoi les prêteurs financent pas, pourquoi il manque des mises de fonds, pourquoi les vendeurs veulent pas faire de balance de vente, pourquoi je suis pas capable de l'acheter, pourquoi c'est, pourquoi ça. Fait qu'à à chaque problème, tu commences à comprendre, puis tu avances, puis à un moment donné, tu trouves ta formule gagnante à toi. Puis... Fait que ça, c'est un bon message pour ceux qui attendent de tout savoir dès le début. Je veux dire, il y a des choses que tu vas apprendre durant le processus. Ouais, faut tailler aussi le tempérament pour ça. Moi, je suis redneck. Comme je me suis amélioré, puis j'ai eu des notaires qui m'ont backé, j'ai des avocats qui m'ont backé, puis qu'ils m'ont appris, puis que moi, j'aimais apprendre. Fait que c'était formidable. Mais il faut vraiment être le tempérament de ne pas avoir peur d'échouer, parce que j'échoue encore maintenant, puis j'échoue tout le temps. Sauf que je réussis plus de fois que j'échoue, fait que ma moyenne est bonne. Mais... À la fin, c'est ça, le succès, c'est une moyenne, dans le fond. Moi, mettons, si tu échoues 50 fois, mais que tu réussis 51 fois, t'es gagnant. Ouais, mais c'est dur parce qu'il faut que tu échoues 50 fois. C'est sûr. Puis il y a beaucoup de monde qui veulent pas. Puis c'est dur sur le moral. Puis t'es mané, tu te ramasses beaucoup tout seul. T'es comme lonely at the top, mais aussi lonely at the bottom. C'est vrai. Fait que t'es en caillette. Vaut mieux être lonely at the top. Ben, c'est que t'es lonely dans les deux. Comme je t'ai dit, moi, que je fais un mauvais coup, que je fais un bon coup, oui, je peux en parler des fois du monde, mais... reste qu'à la fin de la journée, c'est toi qu'il faut qui règle le problème. Puis souvent en immobilier, nous, ce que je me rends compte, c'est que je suis dans une situation que si je le fais pas, personne va le faire. Puis souvent, quand on notarie des blocs, soit à l'achat, soit à la vente, il faut faire la job de tout le monde. Fait qu'il faut penser à qu'est-ce que les autres font, puis tu as plein de projets en même temps, fait qu'il faut que tu fasses des suivis, il y en a qui sont plus longs, il y en a qui sont plus rapides. Fait que tu te ramasses que tu fais une job de secrétaire, puis... Fait que là, c'est pour ça que je me suis engagé du monde pour m'aider un peu, mais... Puis... Ça a quand même pris 1 an et demi avant que j'engage ma première employée sérieuse. Wow. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu as attendu 1 an et demi? Est-ce que c'est le fait que tu aimais tout faire seul? Est-ce que c'est le fait que tu étais tellement passionné? J'étais close cash. J'étais close. Pendant 1 an et demi, j'étais comme... Il rentrait 10 000, il sortait 9 000. 999. Comme... À un moment donné, là, je roulais à comme des 2 piastres près, là. Wow. Puis ça remontait, puis ça redescendait, puis je vendais un bloc, ça remontait, après ça redescendait. Jusqu'à temps que là, il y a 2-3 mois, quand j'ai commencé les partenariats, ça m'a amené une stabilité, parce que... Puis même, il y a 3-4 mois, j'ai commencé à charger des frais de dossier. Fait que c'est là que ces frais de dossier-là servent à payer les employés qui font toutes les tâches, les rapports, les ci, les ça. Fait que ça l'aide à avoir une continuité puis un suivi auprès de tous les partenaires. J'ai pas beaucoup de partenaires, j'en ai juste 9-10. OK. Tout le monde a mis entre 150 puis 600 000. Fait que, tu sais, c'est tous des chiffres conséquents. Fait que, tu sais, j'ai pas de l'AMF avec les petits montants. On n'est plus là. C'est tous des partenaires qui sont sérieux, qui ont toutes des compagnies, sont tous incorporés. Fait que, tu sais, on fonctionne plus avec des gens au personnel. Là. 100%. T'as une équipe avec laquelle tu travailles. Si je me trompe pas, vous êtes environ 5. Oui, 5 au bureau. Pour ceux qui pensent à se bâtir une équipe pour investir, c'est quoi les joueurs clés que tu dois voir? C'est quoi les gens que tu te dis, là, c'est incontournable, en fait. C'est des personnes que j'ai besoin pour bien fonctionner. Ça dépend de ton modèle.
Il n'y a pas de one fit all. C'est vrai. Tu sais, moi, mettons... Dans ton modèle. Dans mon modèle à moi, j'ai quelqu'un qui fait juste les financements. OK. Fait tu dis qu'il fait juste les financements, il magasine les financements? Pour les prêteurs privés. Fait que lui, il appelle les prêteurs privés, puis moi, je les close à la fin. Okay. Mais lui, fait tous les dossiers, prépare les dossiers, fait les fichiers Excel, fait les suivis, fait les loyers, fait tous les chiffres. Il m'aide à garder un suivi. Fait que ça, c'est vraiment pratique parce que nous, on fait aussi le financement pour ceux qu'on vend. Fait que quand on les vend, on trouve des prêteurs pour ceux qu'on vend aussi. Fait que c'est des financements doubles à l'achat puis à la vente. Fait que c'est 2 fois plus de job. Yeah. Ensuite de ça, j'ai 2 personnes qui sont pour la rentrée de données. Fait que juste rentrer des données par immeuble. Parce que nous, dans le fond, comment on fonctionne, c'est chaque immeuble, le numéro de dossier, c'est le cadastre. Fait que dans le fond, moi, tout fonctionne par cadastre. Les dossiers sont par cadastre. Puis par section. Fait que chaque cadastre a 3 sections. T'as les documents, fait que certificat de localisation, les actes de vente, les actes hypothécaires, tout ça. Après ça, t'as les baux. T'as tout ce qui est beau. Beau commercial, puis beau résidentiel, entente, coupon, état des débours, quand c'est une compagnie de comme gestion. Ensuite de ça, le 3e, c'est toutes les factures. Par cadastre encore. Fait qu'on a comme 3 classeurs, puis chaque classeur a tous les cadastres. Fait que ça fait beaucoup de données. Puis à l'interne, on a un document qui s'appelle suivi de projet qui est tout ensemble mais réuni. Fait que t'as des onglets facturation, t'as des onglets partenaires, t'as des onglets équité, t'as des onglets documents, puis t'as des onglets pour les bails puis les répartitions. OK. Fait une personne qui s'occupe des prêts. Ouais. Une personne. 2 personnes qui font la rentrée de comme données. Une personne qui fait mes vidéos TikTok. OK. Fait qu'il y a une personne, là, sa job à temps partiel, c'est elle me filme, elle monte les vidéos, elle les poste, elle répond aux commentaires, puis elle fait ça sur multiplateformes. Wow. OK. Puis, fait que tous les commentaires TikTok, c'est 99% du temps pas moi qui réponds. Wow, OK. Fait que pour ceux qui veulent s'essayer, essayer de taper. Il y avait beaucoup d'insultes. Fait qu'à un moment donné, ça me minait le moral. Elle disait, je m'en fous, là. Comme... C'est son travail, alors. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça m'affectait plus. Fait qu'elle me dit, comme, fais juste me laisser, puis continue. Là. Il va toujours avoir du hate. Puis moi, j'aimais pas ça. Fait qu'elle me s'est juste occupée. Puis moi, depuis ce temps-là, ça va mieux. Puis la 5e personne, c'est toi? Ouais, c'est moi. Nice. Mais là, il y en a une 5e qui rentre aussi, là. Puis là, j'ai peut-être un comptable qui va s'en venir, là. On essaie de travailler là-dessus pour essayer d'embaucher un vrai CPA, là, pour, à l'interne. OK. Intéressant. Quelqu'un qui veut se lancer. Ouais. Qui commence, qui a rien. Ouais. J'allais dire disons 5 étapes. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles? La personne nous écoute maintenant. Okay. Première étape, tu décides c'est où tu veux investir. Fait que tu sélectionnes une ville. Souvent, je te conseille une ville que t'es proche. Fait que si tu veux aller à Shawinigan, déménage là-bas. Mais je te conseille pas parce qu'il n'y a plus de deal, c'est tout le monde qui est ça. Mais mettons, tu trouves un secteur en Beauce ou à Montréal ou peu importe. C'est pas grave c'est où que t'es. Une fois que tu trouves ça, délimite un secteur de 1 km. 1 km carré. Après ça, comme secteur-là, divise-le par rue. Une fois que tu l'as divisé par rue, va sur la matrice graphique, puis sépare-les en îlots. Des îlots, là, c'est à peu près entre 12 et 20 terrains. Après ça, tu vas sur le site de la ville, puis tu sors c'est à qui. Après ça, tu vas faire du porte-à-porte, puis tu vas leur dire « Je serais intéressé à vous acheter ». Mais avant de faire ça, c'est vrai, avant de faire ça, là, fais tes comparables, études de marché. Alors, regarde combien ça se loue. C'est quoi le prix au pied carré? C'est quoi les terrains qui se vendent? Quel terrain se vend? Combien ça se vend? Ça, tu vas avoir ça surtout avec JLR. Fais une étude des comparables. Une fois que tu connais ton prix au pied carré, construit, prix au pied carré, terrain, prix selon l'année de construction, prix pour les 2, 3, 4, 5, 6 et demi, prix de location, prix de construction. Une fois que tu connais tes prix, tu connais ton potentiel, ça, tu peux aller faire des offres d'achat, puis savoir c'est quoi un deal. Parce que tu sais pas c'est quoi ton cost, tu peux pas savoir si c'est un deal ou non. Fait qu'il faut vraiment que tu connaisses tes costs, que tu connaisses ton comparable, pour après ça, savoir si c'est un vrai deal ou non. Parce que plus que tu vas avoir un vrai bon deal, plus que les gens, ils vont investir ou ils vont racheter ta PA ou whatever. Mais si t'as pas un bon deal, personne va vouloir investir.
tout commence par un bon deal, puis c'est vrai. Fait que la clé, si t'as rien, étude de comparable, trouve ton cost, fais des deals qui sont en dessous de ça, négocie des balances de vente, puis fais des offres d'achat, puis trouve-toi des partenaires. Puis oui, tu seras minoritaire, puis c'est normal. T'as rien d'autre à apporter que comme le deal, là. Puis le deal, il y en a partout, là. Fait que prends-toi 5 ou 10%, laisse 90%, occupe-toi-en, prends-toi un frais de gestion de 5%, puis tu vas faire ton premier deal. Une fois que tu auras fait ça, tu auras plus d'expérience pour le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième. Puis à un moment donné, tu vas avoir eu du cash parce que tu auras fait des deals. Là, tu vas pouvoir avoir plus de parts. Mais si tu commences, prends juste 5 ou 10%. Comme, t'as pas trouvé l'idée du siècle. Comme, demande moins, mais au moins, sois dans un deal. Commence à apprendre, commence à travailler. Fais ce que les autres veulent pas faire. C'est ça, je dirais, le meilleur conseil. Parce que sinon, t'as rien d'autre à offrir que comme du temps. Fait que ça vaut pas tant. Le temps ne vaut pas tant. Wow. C'est bien dit. Le temps ne vaut pas tant. King is cash. Cash is king. 100%. J'ai trouvé un deal. Je veux des partenaires. Ouais. Où est-ce que je vais, où est-ce que je les trouve? Commence par, une fois que tu as l'APA, tu peux aller sur mon groupe Facebook Deal Immobilier Québec. On est déjà 4000 membres. Puis on a une conversation secrète. Puis cette conversation secrète-là, les gens, ils textent des comme deals qu'ils ont. Puis il y a des gens qui disent « OK, moi, ça m'intéresse, envoie-le-moi par courriel. » Fait que je te dirais, tu peux commencer par ça. Aller dans des groupes, mais il faut quand même que tu sois discret parce que sinon, l'AMF est toujours là. Fait que tu sais, l'AMF est là pour les deals qui sont de la merde, là. On s'entend. Fait que, tu sais, je veux dire, si t'es correct, tu tiens parole, puis toi, t'auras jamais de problème avec l'AMF. Moi, je n'ai jamais eu. Ça commence toujours quand il y a de la crosse ou quand c'est mal fait ou quand t'as pas de conseiller juridique, quand t'as pas d'avocat. Fait que je te dirais, va voir des avocats, fais-toi une bonne convention. Demande-leur qu'est-ce qu'il faut faire réellement. Puis une fois que ça c'est fait, commence à les regarder pour trouver des comme partenaires. Mais va voir un avocat. C'est ça que je conseille parce que moi, ça m'a coûté cher d'avocat pour faire mes conventions puis tout. Et donc, une fois que tu as tes partenaires, je veux dire, ça va de l'avant, ça va de soi, dans le fond. Tu commences avec des petites parts, tu grandis, un deal emmène un autre, etc., jusqu'à temps qu'on se retrouve où est-ce que tu es rendu, dans le fond. Oui, c'est ça. Nice. Tu as plusieurs locataires. Les locataires des citoyens comme tu as des entreprises. Je pense que tu as la SAC, la Banque nationale comme locataire, c'est bien ça? Oui. C'est quoi l'expérience d'avoir des grosses compagnies comme ça comme locataire versus un locataire normal? Bon, quand tu achètes, il faut savoir, c'est que tu n'es pas payé le premier du mois suivant. Souvent, tu es payé deux mois après parce que eux, il faut qu'ils rentrent dans le système, ça passe par plusieurs personnes. Fait que c'est pas automatique, c'est pas tout de suite. Mais une fois que c'est fait, t'en entends plus jamais parler. Comme ça arrive dépôt direct comme dans ton compte, puis t'es comme oui, pas de problème, pas de complications. Wow. Puis ça, c'est des humains que j'ai pas besoin de compagnie de gestion parce qu'il n'y a pas de gestion à faire. C'est ça. Fait que ça, c'est un autre avantage, là, c'est que tu sauves un frais de gestion au moins de 5% minimum. Fait que ça, c'est à prendre en compte aussi. OK. Puis bon, t'as les locataires normaux, dans le fond, des citoyens, des êtres humains. Est-ce que tu as des histoires ou une histoire d'un locataire difficile? Je sais que tu as plusieurs. Tu as quelques cas d'incendie? On a eu un seul cas. Moi, j'en ai eu deux. Là. Okay. Puis il y en a eu un autre que c'était le voisin qui nous a brûlés. Wow. Mais c'est un immeuble que j'avais vendu, mais que j'étais créancier. OK. Fait que ça, c'était pas si grave. Un autre, c'est le locataire qui a pitché une bonbonne à propane sur la galerie puis allumé le feu. Mais lui, c'est un fou, là. Puis après ça, l'autre, c'est le locataire. Il n'y a aucun des feux que j'étais fautif. Là. Wow. C'est toute une. C'est juste qu'à force d'en acheter une trolley, ça finit. Puis l'autre, c'est la télé du locataire qui avait comme fondu. Puis c'était un peu bizarre. Puis ça l'a fondu. Puis dans le fond, ça a brûlé le 3e étage au complet. Fait que, ça a coûté 180 000$ pour tout remettre à neuf. À cause que la télé a commencé à fondre. Ouais. Hey, c'est quelque chose. Est-ce que ça, c'était... Je veux dire, comment tu gères un locataire difficile? C'est basé sur ton expérience, là, tu sais.
Tu l'écoutes, puis s'il n'y a rien à faire, tu l'envoies à la régie. Maintenant, tu peux pas sauver le monde. Tu l'écoutes. T'as commencé avec tu l'écoutes. Pourquoi l'écoute? Ben, en essayant de comprendre c'est quoi son vrai problème, souvent tu peux l'aider, parce que souvent c'est un problème X, mais le vrai problème c'est le problème A, là. Fait que tes locataires, il va vouloir que le plâtre soit fait, mais finalement, le plâtre s'est défait à cause qu'il y avait un problème de chauffage. C'est de creuser puis de voir qu'est-ce qui dérange vraiment la personne, dans le fond. Puis faut trouver le problème de chauffage, je dis, mais pas trop, je vais te le changer, mais je vais t'augmenter de comme 50$ par mois parce que ça me coûte 5 000. Non, c'est ça. Moi, ma règle, c'était 1%. Fait que si, mettons, ça me coûte 10 000, ben, je t'augmente de 100$. 100%. Puis, je veux dire, est-ce que, tu sais, on parle souvent de mauvais locataires, ça fait partie de la game et tout. Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir des mauvais locataires ou c'est quel pourcentage de... De moins en moins, parce que je te dirais, depuis que le marché a monté en termes de location, les nouveaux locataires, on a fait des enquêtes, fait qu'ils sont corrects, puis ils payent cher, fait que c'est correct. Puis les autres locataires qui payent pas cher font pas de trop parce que s'ils payent pas, ben on les met dehors puis on les remplace par les locataires qui payent le double. Fait que ils se tiennent tranquilles. Fait que je te dirais, c'est quand même... Le marché il a vraiment amélioré depuis 2 ans. Là. C'est fou raide. Parce qu'avant, les locataires, il y avait le gros bout. Fait qu'ils faisaient n'importe quoi puis ils savaient qu'on pouvait pas les mettre dehors parce qu'on avait besoin de comme leur loyer. Maintenant, le propriétaire a plus le gros bout parce que sinon, on fait juste résilier le bail puis on leur loue le double. Fait qu'ils sont comme, ils profitent de l'appartement qui sont moins chers parce qu'ils savent que s'ils sortent, ben ils vont payer le double. Fait qu'ils sont aussi bien de rester là puis d'être corrects puis d'avoir une bonne relation avec nous autres. 100%. Puis, non, je veux dire, ça, c'est à Shawinigan. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de locataires difficiles à Shawinigan ou, tu sais... Ben, comme je te dis, il y en a plus tant parce qu'ils se tiennent tous tranquilles. OK. Fait que ça s'est vraiment calmé. En 1 an et demi, c'est fou raide, là. Ah ouais, OK. C'est même pas rapport. Hein. Wow. All right. Et puis, tu sais, bon, parlons de Shawinigan, je pense dans un de tes TikTok, tu mentionnais qu'il y a l'université de Sherbrooke. Non. Concordia, man. Concordia. Explique-moi, c'est quoi l'opportunité que ça représente? Tu sais, je veux dire, parle à nos investisseurs qui hésitent. L'université de Concordia vient dans la bulle. Yeah. Non, c'est pas le bon terme, là, mais dans l'organisation du circuit électrique. OK. De la route de l'énergie. Fait que, dans le fond, ils font une route de l'énergie qui part de Bécancour avec les usines Ford, puis se rend jusqu'à Shawinigan pour les usines de batterie aussi. OK. Puis, dans le fond, l'université comme Concordia a amené une trentaine d'étudiants puis une dizaine de chercheurs pour faire des tests sur les nouveaux types de batteries qui vont être fabriqués. Wow. Fait que dans le fond, ils ont fait un campus, puis éventuellement, ça va se développer, puis on espère. Fait que c'est quoi l'opportunité que tu penses que ça pourrait représenter pour Shawinigan, selon toi? Ben, n'importe quelle ville qu'une université fonctionne en partant. Tout à fait. Puis je pense que c'est le step qui nous manquait pour être reconnu. Fait que je pense qu'éventuellement, on va faire un campus réel, là, avec plus d'étudiants puis des cours. Fait que je pense que ça va... Parce que maintenant, c'est juste de la recherche. Mais éventuellement, je pense qu'on va avoir des cours. Puis le jour qu'on va avoir des cours, on va avoir des étudiants qui vont venir. Puis on a déjà des étudiants qui viennent pour le cégep, mais là, on va en avoir pour l'université. Ça fait des étudiants qui sont plus internationaux, fait que plus de demandes, fait un plus gros développement du parc immobilier, fait que plus de demandes, fait qu'encore plus des prix normaux. Là. 100%. Puis tu sais, bon, on parle de Shawinigan. Dans le futur, là, basé sur tes critères, c'est quelle ville que tu penses qui a beaucoup d'avenir puis beaucoup de potentiel? Ben, Shawinigan, je veux dire, d'ici 2025-2026, je pense qu'on va atteindre la moyenne de 100 000 $ la porte. OK. Fait que ça va être un gros step. En ce moment, mon immeuble le plus cher que j'ai vendu, c'est 92 000 la porte. Wow, okay. On l'avait payé comme dans les 40. Fait que, tu sais, je sais que c'est possible. On se rapproche de ça tranquillement, pas vite. Les immeubles, plus que les prix ont augmenté, plus qu'on a vu des rénovations se faire. Fait que le parc immobilier est en train de se rénover par beaucoup d'autres propriétaires que moi. Fait que je pense que ça va contribuer à avoir une montée des prix aussi. Parce que veut pas, quand tu fais des rénovations, ça coûte du cash. Je pense pas que Sherbrooke va se développer encore, mais Sherbrooke est déjà rendu, je pense, à 140 000 en moyenne la porte. Fait que, tu sais, je pense que la prochaine ville à boomer, c'est vraiment Shawi. Puis Shawi est vraiment bien positionné par rapport aux autres villes. Drummondville, ça reste une valeur sûre. Victo pousse aussi pour monter. Même Plessisville pousse. Fait que je te dirais vraiment... puis Lévis, ben
comme n'en parle plus, là, c'est Lévis. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je pense que Shawinigan a vraiment des beaux jours devant elle pour grimper la valeur moyenne de porte. Puis, tout souvent, on me demande, ben, les gens qui ont moins de moyens, ils vont aller où? Ben, souvent, ils vont aller en Beauce ou dans des coins un petit peu plus reculés où il y a un petit peu moins de monde. Fait qu'ils vont. Fait que je pense que c'est positif parce qu'ils vont aller repeupler d'autres coins qui étaient délaissés. Puis ça va faire revivre. Mais tu sais, il faut que les gens qui puissent travailler travaillent. Puis il y a beaucoup de gens sur le bien-être social, puis je l'ai vécu, là, si je dis pas ça péjorativement, mais qui pourraient travailler puis qui travaillent pas. Ou qui travaillent au noir, puis qui collectent leurs chèques sur le site, puis tout. Ça, je le vois. Puis ça me frustre, là, parce que, tu sais, moi, il me manque un rein, puis je travaille comme un forcené, puis quelqu'un qui est parfait, puis qui peut travailler, ben, il travaille pas ou il travaille au noir, puis il paye pas ses impôts. Fait qu'en tout cas... Non, c'est tout à fait. Je veux dire, si tu peux travailler, tu vas travailler. C'est ça. OK, intéressant. Fait que la Beauce, est-ce que tu penses qu'il y a de l'opportunité là-bas? Je veux dire, c'est là que tu as commencé. Est-ce que je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de terrains disponibles. Fait que je pense que les villes vont faire des agglomérations un jour. Peut-être pas dans 10 ans, peut-être dans 20-30 ans. Fait que ça va permettre d'avoir des centres plus urbains puis de grossir ça encore. 100%. Il y a un sujet avant qu'on termine, que je voulais retourner à la balance de prix de vente. On sait que dans le marché actuel, là, plusieurs se tournent vers le financement créatif. Ouais. La balance de prix de vente, c'est quelque chose que tu mentionnes assez souvent dans tes TikTok. Ouais. Explique à quelqu'un qui nous écoute c'est quoi, puis pourquoi c'est une option avantageuse. Bon, c'est avantageux pour l'acheteur parce qu'il a besoin de mettre moins de mise de fonds. Après ça, pour le vendeur, il paye moins d'impôts, puis souvent, il peut prendre plus proche du prix qu'il veut. Fait que je te dirais... Puis en plus, le vendeur, il y a une clause résolutoire. Clause résolutoire, dans le fond, ce qui se permet, c'est juste quand c'est le vendeur. C'est une clause qui dit que si le gars paye pas la balance de vente, il y a un 4e recours. Parce que les recours, habituellement, c'est prise en paiement, c'est vente du contrôle de justice avec un huissier, ou vente du contrôle du prêteur aussi, là, ça revient au même. Ou sinon, tu as délaissement volontaire. Ce que ça rapporte, la clause résolutoire, c'est la 4e, c'est on cancelle la vente, puis toutes les mises de fonds puis les rénaux qui ont été faites, on les garde. Fait que ça, c'est avantageux. Si, mettons, tu vends un immeuble, le gars, comme rénov, puis finalement, il paye pas, mais tu reprends l'immeuble, mais tu rembourses pas toutes les rénaux. Ça peut être intéressant aussi. Puis, je veux dire, c'est quoi une balance de prix de vente? Dans le fond, c'est, mettons... je te vends un duplex 200 000. Puis, dans le fond, le prêteur te prête 75 000. Moi, je te dis, je peux attendre pour 50 000 pour 1 an. Fait que dans le fond, le prêteur va te prêter 150 000. Moi, je vais te prêter... Ben, je vais attendre pour 50 000. Fait que ça veut dire que tu vas pouvoir acheter 100 000 de fonds. Maintenant, je te dirais, 100 000 de fonds, ça existe plus tant. Souvent, ce que les prêteurs vont demander, c'est le même montant de mise de fonds que le montant de balance de vente. Fait que si, mettons, en ce moment-là, ce qu'on voit beaucoup, là, c'est des 70-15-15. Fait que 70% de prêts privés en premier rang, 15% de mise de fonds, 15% de balance de vente. Ça, c'est un modèle qu'on voit quand même régulièrement. Puis l'avantage, j'imagine que tu as une plus grande flexibilité au niveau des taux. Tu peux aller chercher... Je veux dire, c'est quoi les avantages selon toi, là? Ben, à la place de mettre, mettons, dans ce cas-là, à la place de mettre, mettons, 60 000 de mise de fonds, mais il y en met juste 30 000. Fait que ça permet, avec la même 60 000, ben, il aurait pu acheter 2 duplex à la place de 1. Je comprends. All right, intéressant. Je pense qu'on l'a déjà couvert, mais je vais quand même prendre le temps de te le demander comme dernière question. C'est pourquoi tu le fais? C'est quoi ton why? Mon why? Yeah. Tu sais, je sais que t'es passionné, mais pourquoi, là? Pourquoi tu le fais? Les transactions immobilières, ça me fascine. Je sais pas, j'aime trouver des solutions à des problèmes que les autres sont pas capables. Puis de trouver des solutions originales, puis de trouver un problème que les autres sont comme, j'aurais jamais pensé à ça, ou qui me regardent en étant découragés, qui sont comme, no way, tu vas le faire pour vrai. Puis finalement, je le fais, puis c'est drôle. Puis, non, je pense que c'est vraiment... Fait qu'il y a une satisfaction à résoudre un problème. Moi, c'est de résoudre des problèmes. Moi, c'est comme des casse-têtes. Ma vie, c'est juste des casse-têtes. Tout le temps. Il y a toujours des problèmes. Nice. Hey, Frédéric, merci beaucoup. Vraiment intéressant. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont tirer là, de la valeur là, de cet épisode-là. Fait qu'on lâche pas, man. Puis, yes, merci d'être venu. Là. Ça fait plaisir.